On va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, pendant 45 minutes, nous verrons pourquoi et comment la transformation digitale concerne plus que jamais le domaine primordial des ressources humaines. Donc, ça va se faire évidemment en plusieurs temps. Donc, nous verrons d'abord l'importance à donner au DRH dans cette digitalisation des processus RH. Nous rentrerons ensuite davantage dans les détails avec notamment l'expertise et le retour d'expérience d'Orange Consulting dans ce domaine. Puis nous ferons ensuite plus terre à terre avec une présentation complète de cas d'usage et de technologie par nos experts Orange Business Service. Euh, Durant du coup tout le webinaire, je vous invite vraiment à poser le plus de questions possible dans le chat et nos experts y répondront en fin de session. Donc nous allons démarrer sans plus attendre. Donc merci à tous les experts présents aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Samantha Woods qui va se présenter à vous. Bonjour à toutes et à tous et encore merci pour cette invitation. C'est vraiment une super opportunité pour moi d'être avec vous pour ce moment de partage. Alors, je suis Samantha Woods, DRH chez OBS, en charge de la nouvelle stratégie d'attractivité employeur, de l'expérience salariée et candidat, et j'ai la chance aussi d'être en charge de HR Innovation Lab. Alors, chez OBS, en l'espace de 7 ans, nous avons connu des transformations majeures. D'une position de leader dans le monde des telcos et de ses métiers, nous sommes rentrés dans le monde des services digitaux. Et la transformation, croyez-moi, a été énorme, que ce soit du côté des métiers, des expertises de nos équipes, avec l'arrivée de la virtualisation, des réseaux, cyberdéfense, la big data, l'IoT, etc., mais aussi côté métier. RH afin de comprendre et d'identifier les spécificités des nouvelles compétences nécessaires et dont nous avions besoin pour réussir notre transfo. Mais bien comprendre et comment accompagner nos salariés dans cette transformation était vraiment essentiel pour nous. Et côté RH, on a compris très rapidement qu'il fallait qu'on se transforme nous-mêmes, mais comment le faire? Et c'est là où je vais rentrer un peu plus dans le détail. À partir finalement de 2013 et en quelques années, chez OBS, nous étions devenus un peu le lab social du groupe, car nous avions l'enjeu de devenir le partenaire de digital de confiance de nos clients, comme je disais un petit peu en introduction. Et c'est finalement nos clients, ces derniers qui soient DSI ou DRH, qui démarraient leur propre programme de transfo digital, qui nous demandaient d'ouvrir un peu nos portes, ou un peu beaucoup nos portes RH, car ils avaient envie et besoin de comprendre comment nous avions entrepris et réussi ces changements. Car finalement, on se rend bien compte que les mutations technologiques sont avant tout des aventures humaines. Pour mémoire, et c'est important de le préciser, j'ai oublié en introduction, mais au sein d'OBS, nous avons dans le monde, nous sommes présents dans 110 pays et nous avons 5 générations. Et il était vraiment très important pour nous d'embarquer tout le monde dans cette mutation, cette transformation. Au fur et à mesure des partages qu'on avait avec nos clients, qui étaient de plus en plus passionnants sur les sujets RH, a germé l'idée du HR Innovation Lab et nous avons commencé à travailler avec notre lab à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, pour aller observer comment les data-driven companies finalement se mettaient en ordre de marche face à l'enjeu des compétences. Et c'est ainsi en 2018, dans notre première Learning Expedition dans la Silicon Valley, avec mes homologues DRH, d'autres entreprises, nous sommes retrouvés mais en plein cœur de la guerre des talents et des transformations liées à l'expérience salariée, où vraiment les objectifs de ces grandes entreprises et petites entreprises d'ailleurs, c'était vraiment l'air du temps, était de devenir déjà en 2018 les best place to work. Gros enjeux de transformation pour ces grandes entreprises. Du coup, notre lab, un peu un think tank ouvert et en mode agile, était là pour observer, penser, anticiper la transformation des métiers de la fonction ressources humaines dans cet écosystème digital. On a mis en place en fait l'objectif qui était d'anticiper les innovations technologiques, regarder la 5G, l'intelligence artificielle, les data analytics, comment ça pouvait impacter notre fonction dans tous les sens du terme, que ce soit en matière d'outils, compétences, de mode de travail, d'organisation ou d'expérience salariée, voire de culture. Mais aussi, c'est un espace où on a trouvé ce qui était à une valeur ajoutée, témoignage des clients qu'on pouvait enfin partager sur nos problèmes, ben oui,
On a quelques soucis côté RH pour bien comprendre ces transformations et problématiques. Et c'est là où on a vraiment bénéficié de ces moments d'expérience et de partage de tout le monde. Et je vais partager avec vous quelques-unes de ces réflexions, sans aller trop dans le détail, mais quand même vous montrer finalement à quelles analyses nous étions arrivés. Déjà, la guerre des talents et l'innovation RH sont très clairement étroitement liées. Si on veut, et nous avons tous besoin aujourd'hui d'attirer les talents du monde du numérique, les garder, les faire grandir et faire en sorte de leur délivrer les meilleures expériences, nous devons, fonction RH, nous réinventer. Nous réinventer presque tous les jours. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est rechallenger tout le temps nos décisions et ce qu'on fait. Mais ce n'est pas tout, en fait, parce qu'on se rend compte que l'innovation, elle est vitale pour nos entreprises, elle est vitale pour nos clients. Et en tant que RH, nous devons nous assurer que nous permettons à nos salariés d'évoluer dans un écosystème en fait, qui favorise la créativité, bien entendu, mais ce n'est pas tout d'avoir des idées, mais aussi surtout permettre de vraiment délivrer l'innovation. Les compétences donc là sont un sujet critique, tout comme les façons de travailler, l'agilité, le feedback. Et c'est là où on rentre dans cet enjeu de notion du temps. Il faut qu'on arrive à libérer du temps pour nos équipes pour qu'ils passent leur temps sur ce qui vraiment crée de la valeur et là où ils arrivent à s'épanouir et arrivent à délivrer leurs projets avec la vitesse nécessaire pour permettre le test and learn, le MVP, etc. Donc, on voit déjà que ça mord cette notion du temps qui est vraiment critique. Il faut aussi qu'on arrive à maîtriser les sujets qui peuvent inquiéter et pourtant avoir un impact très positif. Hein. La RGPD, on n'ose pas toucher la big data, pourtant il faut qu'on maîtrise ce sujet, il faut qu'on arrive à y aller de manière vraiment zen finalement et ne pas avoir peur de ce qu'on fait au niveau de la big data, mais tout en étant le gardien de la RGPD. Il faut aussi qu'on regarde de plus près toutes ces solutions qui nous permettent de mieux gérer le temps et de libérer du temps pour créer la valeur. Et c'est vrai que la robotique, la RPA, l'automation ou l'automatisation sont quand même des sujets qu'on doit vraiment prendre à bras le corps pour bien les comprendre. Donc finalement, l'innovation, c'est aussi mettre en place un double focus, une grille d'analyse double des technologies, compétences et analyse impact sur le changement des métiers. Et ça, toujours avoir ce regard-là, à quoi pourrait ressembler le collaborateur augmenté de demain, mais aussi quels peuvent être les impacts liés au changement afin d'assurer que ces transformations sont accompagnées au mieux, y compris avec le dialogue social, puisque c'est un enjeu important. Car en effet, chez Orange, vous le savez, l'humain guide nos décisions et nos actions. Il est vrai qu'en 2010, suite à une crise sans précédent, on a vraiment gravé en fait dans le marbre un grand principe et c'est Bruno Mettling avec Stéphane Richard qui ont vraiment imposé ce que vous voyez en fait à l'écran, hein, pas de performance économique sans performance sociale. C'est quelque chose qui nous guide en permanence. On est là, RH, par rapport à cette notion de performance sociale, mais aussi nous, on doit regarder cette performance économique. On doit finalement être un peu aussi le gardien de cet équilibre, mais nous devons bien entendu donner les clés aux managers et les accompagner au mieux pour préserver cet équilibre. Tout comme nous, RH, on doit vraiment être beaucoup plus près du business, être des business partners pour comprendre comment le business des services digitaux évolue et impacte notre management des compétences et les façons de travailler, tout comme cela impacte d'ailleurs nos métiers RH. Alors, j'avais envie de partager avec vous cette slide hein, qui montre aussi, qui montre comment nos métiers ont changé et continueront de changer. Hein. On sent que c'est quelque chose de vraiment permanent, hein, ongoing, never ending story, comme on dit en anglais. Et je voulais partager un peu avec vous cette évolution qu'on a constatée au fur et à mesure que le digital s'infusait ou se diffusait dans nos façons de travailler, du 2.0 avec l'arrivée de l'Internet, de la base de données, du 3.0 avec l'émergence des réseaux sociaux et de plus en plus de personnalisation, jusqu'au 4.0 aujourd'hui avec les enjeux de création de valeur et d'automatisation. Finalement, d'excellents gestionnaires RH vraiment focusés sur nos process, a un rôle beaucoup plus stratégique et décisionnaire qui embarque les techniques de marketing, d'analyse de data,
la RH finalement vit, je trouve aujourd'hui, et je pense que si vous êtes DRH, vous partagez avec moi le fait qu'on vit vraiment un moment extraordinaire et passionnant. On parle aujourd'hui de métier People Operation Manager ou d'Employee Success Manager avec Salesforce ou le DRH de Google. C'est bien plus que des titres, hein, c'est des notions qui démontrent cette transformation qui s'opère. Alors, au-delà des compétences du portfolio d'outils et de méthodologies et de business intelligence des compétences, c'est aussi un sujet d'engagement et d'agilité. Et donc, c'est vrai que c'est avant tout une histoire humaine. Comme je le disais, hein, c'est vrai que la fonction RH a des opportunités fantastiques. On voit comment on devient un acteur du changement, du change management. Et c'est vraiment les sujets aujourd'hui. Il faut qu'on soit dans l'anticipation sur tous nos sujets. On est déjà d'ailleurs en train de, côté Orange, de se mettre en ordre de marche sur de nouveaux plans de réflexion autour du hybrid ways of working, comment va être le travail demain à la fin de cette pandémie. C'est un sujet majeur pour nous qu'on est déjà en train de construire. Je le disais aussi tout à l'heure, en tant que RH, nous devons être les maîtres du temps. Alors peut-être les gardiens du temps, non pas pour contrôler les salariés, ça aussi c'est terminé, mais c'est vraiment cette confiance. La confiance devient un enjeu majeur dans les data et human data driven companies. C'est pour ça que aussi ça change. On n'est plus dans le contrôle. On veut vraiment finalement donner l'espace de créativité nécessaire pour nos équipes afin qu'ils puissent libérer tout leur potentiel et réussir leur challenge. Tu peux passer la slide, s'il te plaît, suivante, Antonin. Et l'enjeu de simplification, que les équipes ne passent beaucoup moins de temps sur les sujets d'onboarding, qui comprennent tout de suite quelles sont nos stratégies, quels sont nos enjeux, qu'ils aient les bons contacts. Il faut qu'on repense tous nos processus finalement pour aider nos équipes à dégager le plus de temps pour créer la valeur, tout comme d'ailleurs, hein, côté RH aussi, on doit libérer ce temps qui est précieux pour qu'on soit plus proche de des équipes, des salariés, de nos candidats, qu'on ait plus de temps pour échanger avec le DSI, avec qui on doit marcher main dans la main dans cette transformation. Comment aussi on comprend et on parle le même langage business, on contribue aux atteintes des objectifs, on a notre part finalement aussi dans le ROI. Donc, c'est tout ce temps-là qu'il faut qu'on mette à profit pour étudier comment finalement l'IA, l'automatisation, la robotique, les logiciels et d'autres technologies peuvent vraiment nous aider à améliorer l'environnement de travail. Et donc, c'est comme ça qu'on finalement on repense aussi l'espace de travail, la psychologie organisationnelle, afin d'adapter les outils. Et pour finir, à ce temps de parole, je trouvais juste intéressant, non pas de conclure, mais d'ouvrir sur une étude de Marquez qui a recensé finalement les questionnements et les grandes priorités que les RH ont identifiées. Et j'avoue être complètement en phase. C'est vrai qu'on est dans l'ère des compétences critiques et rares, et où le temps est une donnée précieuse et la création de valeur essentielle pour pouvoir permettre à nos salariés de travailler sur des projets challengeants et innovants et générateurs d'épanouissement. Et je passe la parole. Et merci beaucoup, Samantha. Donc, tu viens donc de démontrer que le DRH a un vrai rôle stratégique majeur et véritablement du coup copilote de cette transformation digitale. Donc, la parole est maintenant à Orange Consulting avec Sandrine et Yannick pour les enjeux, facteurs clés de succès et retour d'expérience. À vous. Merci Samantha, merci Antonin, bonjour à toutes et tous. Donc Yannick Derbecourt, je suis directeur chez Orange Consulting et je porte une practice qui nous permet, fort du retour d'expérience qu'on a accumulé chez Orange, d'accompagner la transformation et la digitalisation des fonctions et des processus RH. Sandrine, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, Sandrine Da Silva. Je travaille avec Yannick chez Orange Consulting. Donc moi, je suis consultante RH et j'accompagne nos clients sur des sujets de transformation RH, notamment sur tout ce qui est en lien avec le développement de compétences et des sujets liés au SIRH. Alors le premier message qu'on voulait vous faire passer, c'est que digitaliser, c'est important, comme l'a dit Samantha, pour effectivement concentrer la dimension humaine des RH et les concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et simplifier leur quotidien.
Mais quand on parle de simplification, souvent, quand on parle de digitalisation, souvent, on oublie de simplifier. Et donc, le premier message qu'on veut vous faire passer, c'est que finalement, la digitalisation n'est pas une finalité, mais vraiment une opportunité pour simplifier les modes de fonctionnement au-delà des processus et qu'il ne faut pas embarquer cette complexité dans la digitalisation. S'il fallait résumer les enjeux et les objectifs qu'on sent quand on échange avec nos clients, c'est bien sûr que le RH puisse apporter de la valeur au métier et que puisse apporter aussi de la valeur à lui-même. Il y a bien sûr un enjeu de productivité, de performance opérationnelle, auquel on pourrait, si vous regardez la balance sur la droite aussi, mettre en balance l'expérience salariée pour s'assurer de l'engagement des collaborateurs. Il y a un enjeu de fiabilisation des traitements, des processus et des données. Il y a bien sûr également aussi un impact positif potentiel sur la réduction des coûts. Et puis, il y a, comme l'a expliqué par exemple Samantha sur la RGPD, aussi à être vigilant sur la sécurité des données, sur les contraintes réglementaires qui, voilà, on est dans un environnement VUCA où ces contraintes évoluent régulièrement. Les principaux axes d'optimisation sur lesquels les RH, et vous pourrez vous exprimer là-dessus, nous semblent tendre. En tout cas, la première chose, c'est comment est-ce qu'on revoit les processus historiques pour les rendre les plus efficaces. Il y a un legacy sur lequel, bien sûr, sur lequel on ne peut pas faire table rase et qu'il faut prendre en compte et de regarder comment on les fait évoluer. Il y a aussi, bien sûr, un axe sur l'automatisation des tâches et des gestes humains à l'aide de briques technologiques. Donc, on laissera nos collègues vous présenter ça plus en détail. Il y a également un gros axe sur le référentiel de données. On parle de vision 360 des salariés, on parle de référentiel de compétences, etc. Aujourd'hui, les données sont réparties un petit peu partout dans le SI, dans les outils. Elles ne sont pas forcément structurées. On parle bien sûr de big data. Comment est-ce que finalement on a une vision 360 et comment ces données vont alimenter l'ensemble des processus et on va s'assurer de l'intégrité et de la circulation de ces dernières. Et puis dernière chose, tout ça ne peut pas fonctionner si on ne forme pas et si on n'accompagne pas les collaborateurs, à la fois les RH, notamment en charge des process, mais je pense aussi à d'autres parties prenantes. Si on parle d'onboarding, l'environnement de travail, les espaces de travail, les applicatifs sont tout aussi importants, le manager aussi. Et comment on les aide au-delà de ces processus-là, comme je disais tout à l'heure, à améliorer leur mode de fonctionnement. Et Sandrine, je te passe la parole sur la page suivante. Merci. Donc, effectivement, pour répondre aux enjeux de digitalisation, là, si tu pouvais juste cliquer, du coup, Antonin. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, effectivement, comme disait Yannick, pour répondre aux enjeux de digitalisation tels qu'ils étaient évoqués, les RH, ils doivent se transformer en même temps qu'ils font évoluer leurs outils. Donc, on a identifié chez nos clients 2 défis majeurs à relever. D'abord, ils doivent repenser les outils. Alors, pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les solutions existantes ne sont pas dynamiques et ne permettent pas d'avoir une bonne connaissance du salarié. Demain, ils souhaitent pouvoir répondre à leur ambition de gestion de compétences, de workforce planning, d'améliorer les processus, recrutement, onboarding, etc. Et donc, il est nécessaire pour eux de disposer de solutions plus actualisées et en temps réel pour un meilleur pilotage. Et puis, on peut constater que les solutions RH qui sont existantes sont très hétérogènes, avec des multiples interfaces. Parfois, ce sont des situations qui sont liées aux croissances externes dans certaines entreprises, avec les acquisitions de nouvelles sociétés. Et de ce fait, les RH tendent davantage vers des solutions qui sont unifiées pour gagner en homogénéité et en efficacité. Et là, pour vous donner un exemple, on a accompagné un groupe d'insertion professionnelle, Vitamine T, qui compte 24 filiales et 3500 collaborateurs. Donc, une croissance externe importante, donc une multitude de solutions RH et une vraie difficulté à piloter l'activité RH au niveau du groupe. Et leur souhait était donc d'opter pour une solution un peu plus unifiée pour gagner en performance. Donc on les a vraiment accompagnés sur toute la phase de cadrage du projet, de la digitalisation des processus RH, ce qui a réellement nécessité de faire un 360 degrés de l'équipe, jusqu'à la construction donc, du cahier des charges. Et puis, au fil de nos diverses expériences avec nos clients, on constate qu'il y a un deuxième grand défi des RH, on l'a quelque part déjà évoqué par Samantha et Yannick, qui est de se transformer en tant qu'RH avant de transformer aussi le reste de l'organisation. Parce que finalement, on est très souvent face à des organisations qui fonctionnent de manière hiérarchique et donc de ce fait plus rigide. Et les RH souhaitent finalement développer une culture, ou en tout cas tendent vers une culture agile avec de nouveaux modes de travail, pour in fine devenir et afficher
s'afficher comme une organisation plus agile, plus apprenante et davantage collaborative. À titre d'exemple, d'ailleurs là-dessus, on a accompagné et formé les équipes de Pôle emploi sur l'agilité et l'expérience utilisateur. Et enfin, on sait tous, puisqu'on est tous collaborateurs, avec l'ancrage des nouvelles technologies dans notre vie privée, on attend aussi que notre entreprise nous propose une offre de services plus riche avec une meilleure expérience salariée. Et les RH doivent développer une culture client et marketing pour ça, parce que ça a de vrais impacts sur le sujet de l'attractivité, de la fidélisation des collaborateurs et aussi de leur engagement. Donc là encore, on a de belles références, notamment pour la Caisse des dépôts, où la Caisse des dépôts a souhaité qu'on les accompagne sur la mise en place des processus SI, et sur les échanges de données autour de l'onboarding. Donc, on les a accompagnés sur un service Blueprint, donc qui nécessitait une définition très exhaustive du process d'onboarding, et aussi sur un peu plus d'innovation RH sur la mise en place d'un chatbot. Et en parallèle, on a accompagné Orange sur un projet de skills management, donc un projet qui rentre plutôt dans le cadre d'un projet SIRH unifié cette fois, où la donnée compétence doit être structurée pour permettre d'offrir un service de matching d'opportunités en cohérence avec les compétences des collaborateurs, donc offrir un nouveau service plus engageant pour les collaborateurs. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il faut effectivement repenser les outils, les faire évoluer, mais surtout avoir bien à l'esprit que les RH doivent aussi se transformer, afficher aussi cette transformation au sein de l'organisation et accompagner le changement auprès de leurs équipes. Alors, s'il fallait résumer de notre retour d'expérience les facteurs clés de succès, les points de vigilance qu'on a sur ces projets-là, on a essayé de résumer ça en 7 règles d'or et 2 triangles magiques. Alors, les 7 règles d'or, donc penser usage et besoin métier avant de penser solution outils. Très souvent, on essaie de pousser des solutions et c'est après qu'on regarde finalement si elles peuvent rentrer dans la culture, les modes de fonctionnement et les processus de l'existant. Donc, il est très important dans une logique UX, effectivement, de penser d'abord usage et besoin et d'échanger avec les parties prenantes. La deuxième règle d'or, c'est finalement d'avoir un regard critique sur les modes de fonctionnement existants et pas uniquement sur les processus, parce qu'il y a une dimension humaine autour des processus. La troisième règle, c'est plutôt une logique de priorisation. C'est finalement dans une logique de ratio valeur sur effort, de regarder quels sont les processus sur lesquels on va pouvoir, avec un minimum d'effort, apporter un maximum de valeur et donc pas forcément se lancer dans un projet de tout chambouler d'un coup, mais vraiment de prioriser et de faire ça de manière, on va dire, itérative. Il y a également une notion d'embarquement des utilisateurs finaux. On s'inspire beaucoup des approches marketing pour les clients. Le collaborateur est un client interne et il faut l'embarquer dans cette réflexion-là pour répondre à ses besoins. Il y a également souvent, on oublie de regarder finalement quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer si cette digitalisation, ces simplifications effectivement apportent quels bénéfices en termes de performance, en termes d'engagement salarié, on pourrait parler de NPS, mais aussi d'anticiper les risques qu'on peut retrouver. Désolé, il y a un petit téléphone qui sonne chez moi, mais ça fait partie des joies du télétravail. La 6e règle d'or, c'est la dimension du système d'information et des référentiels de données. Il y a un travail d'urbanisation et d'agilisation de systèmes d'information, notamment au travers d'API, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et puis Sandrine et Samantha l'ont déjà suffisamment dit, moi également. Ne pas négliger l'accompagnement au changement. En général, 30% des efforts sur un projet de digitalisation se devrait être sur l'accompagnement au changement. Après, les 2 triangles magiques, l'écoute des 3 voix, ça c'est la dimension vraiment assez classique. Bien sûr, j'ai dit écouter la voix du salarié, écouter la voix de l'entreprise, comprendre quelle est la stratégie, les enjeux, les problématiques sur lesquelles elle doit répondre par rapport à son environnement client et interne, et aussi tout ça en s'inspirant de ce que proposent les solutions sur le marché. Deuxième triangle, et il a déjà été abordé par Samantha et ça me semble important de le rappeler, le DRH doit être honneur de ces projets de digitalisation. Il doit embarquer de manière globale la transformation de l'entreprise et doit être un acteur majeur là-dessus. Et s'il doit le faire avec les utilisateurs finaux, il doit le faire aussi main dans la main avec la DSI. On ne peut pas avoir un projet uniquement DSI ou un projet uniquement DRH. Et je passe la main à Sandrine. Oui, merci. Donc,
Alors là, c'est une présentation sur un outil qui est assez important lors de la phase de cadrage d'un projet comme celui-ci. Quand on accompagne nos clients, en fait, on se rend très vite compte que l'accompagnement au changement n'est pas toujours anticipé. Et pour le coup, quand on leur dit que digitaliser, automatiser, processer, ça peut être aussi des mots très anxiogènes pour leurs équipes parce qu'elles voient l'évolution de leur métier et les équipes amènent à s'interroger sur leur devenir au sein de l'organisation. Donc ça peut être anxiogène. Et souvent, elles ne comprennent pas réellement leur utilité puisque tout fonctionne, bon an, mal an, depuis des années. Alors pourquoi changer? C'est pourquoi dès le démarrage en fait, de notre accompagnement, on travaille sur cet outil de Lean Change Canva qui va permettre à toutes les parties prenantes de s'aligner sur la vision et l'ambition du projet. Donc l'idée est vraiment de s'aligner sur l'ensemble des points qui vous sont présentés ici afin d'avoir un discours unique auprès des équipes pendant la phase que nous aurons de co-construction avec elles. Donc c'est vraiment un exercice qui met l'accent sur le fait que digitaliser des processus RH n'impacte pas seulement la fonction RH, mais l'ensemble de l'entreprise, sa culture et son organisation. Voilà, on peut passer à la suite. Et pour finir, comme vous l'avez compris, on s'inspire des approches qui sont plutôt prises en compte dans les dimensions quand on s'adresse au client. Le collaborateur est un client, le RH est un client aussi d'une certaine manière. Et donc, l'ensemble des projets que nous menons, on s'inspire à la fois de tout ce qui est design thinking, d'embarquer les utilisateurs, de co-construire, de réfléchir expérience salariée, expérience collaborateur, expérience apprenant quand on parle de formation. Donc ça, c'est vraiment la dimension vraiment expérientielle. Et puis, bien sûr, la dimension agile, où l'idée, c'est d'avancer pas à pas, de suivre les avancements et de pouvoir prioriser les évolutions et d'être en capacité éventuellement de pivoter si nécessaire. Et je propose donc justement de passer la main à nos collègues effectivement sur finalement comment ces approches-là peuvent concrètement être mises en œuvre. Exactement, donc ça va être à Julien du coup de commencer sa présentation. Juste un petit rappel, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions par le chat. On aura une session de réponse à ces questions en fin de webinaire. À toi Julien. Bonjour à tous, merci d'être présent. Donc Julien Ducerf, je suis consultant d'expérience utilisateur chez OBS et chez Digital for Business précisément dans ce qu'on appelle la Digital Agency, c'est-à-dire l'équipe design d'OBS, dont on entend bien sûr par design non pas uniquement du design d'écran ou d'interface dans un projet digital ou dans tout objet digital, mais aussi dans le sens conception, vraiment dans le sens conception du mot design. Si tu peux passer à la première slide s'il te plaît. L'intérêt de commencer un projet correctement, un projet digital, c'est de le cadrer. C'est le premier point. Le premier point important, c'est le cadrage. Pourquoi le cadrage est important? Parce que le cadrage, il permet d'aligner les objectifs stratégiques avec vos besoins, avec vos attentes, avec vos objectifs, avec ceux des métiers, c'est-à-dire des collaborateurs, des utilisateurs. Et ça, c'est très important. Dans le cas d'un projet sans cadrage, d'un projet où vous commencerez directement par la production ou par réalisation du projet, vous avez les risques de vous rendre compte pendant la réalisation du projet qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées et qui n'étaient pas prises en compte. Se mettre à la place de l'utilisateur, justement, pendant la phase de cadrage, comme l'avait bien initié Annick et Sandrine, c'est justement de prendre en compte tous les besoins, les identifier dès le début pour trouver les meilleures solutions pendant la phase de réalisation, pour produire justement ces solutions pendant la phase de réalisation et faire répondre correctement ces besoins utilisateurs. Nos utilisateurs, mais aussi les vôtres. Et les définir dès la phase de cadrage, c'est justement éviter justement ces risques d'erreurs, de solutions, de production de solutions pour la phase de projet. C'est pour ça justement que cette phase de cadrage projet, basée sur la méthode Design Thinking, encore une fois, permet d'aligner les parties prenantes, définir vos enjeux stratégiques, aller encore en profondeur, on verra un peu comment, dans les besoins métiers, dans les besoins collaborateurs, identifier toutes les problématiques, c'est-à-dire que dès l'identification des problématiques, c'est dire qu'on a pris en compte tout justement ces problématiques et qu'on va répondre avec toutes les meilleures solutions à ces problématiques. Et donc concevoir ces solutions, c'est-à-dire les réfléchir, les détailler, créer les meilleures applications, les meilleures fonctionnalités, les meilleurs outils pour répondre à ça, et aussi les tester. Parce que justement, la phase de cadrage basée sur la méthode Design Thinking, mais aussi comme sur l'agilité en phase de réalisation de projet, c'est de l'itératif. C'est-à-dire, c'est concevoir, ensuite produire, entre guillemets, la partie prototype et tester.
et ensuite vérifier par les tests que la conception répond bien aux besoins des utilisateurs, aux besoins des métiers. Et ça, c'est très important de faire cette vision et cette approche itérative pour réussir un projet de transformation digitale. Passer à la slide suivante, s'il te plaît, Antonin. Concrètement, donc pour rappeler le design thinking, comme l'avait initié Yannick, en effet, c'est une méthode qui est basée sur l'écoute utilisateur. Ne pas prendre en compte cette écoute utilisateur, ne pas aller voir les utilisateurs directement, ne pas les intégrer dans la phase de conception de la solution qui vont répondre à leurs besoins spécifiquement, c'est justement de ne pas prendre vraiment et de ne pas concevoir un outil pour eux. Et l'outil est fait pour eux, justement. Les outils, cette transformation digitale est faite pour eux. Donc, la méthode design thinking est centrée utilisateur, ça c'est dans un premier temps. Elle est itérative, comme on vient de voir maintenant, c'est-à-dire concevoir, prototyper, tester, etc. Mais elle est aussi co-constructive, c'est-à-dire qu'on conçoit via des méthodes d'atelier, par la méthode, on conçoit avec les utilisateurs, on conçoit avec les collaborateurs les solutions de transformation digitale. C'est important justement pour aller les écouter, pour prendre en compte leurs besoins, ça c'est sûr, mais aussi pour jouer sur la communication de ces transformations digitales. En les intégrant, vous avez la motivation des collaborateurs, la motivation de vos métiers, justement, dans cette transformation digitale. Et ça, c'est très important. La méthode, d'un point de vue global, en design thinking, elle est axée sur 4 phases. La première phase, elle est logique, c'est comprendre. C'est-à-dire aller voir, dans un premier temps, aller travailler ensemble sur l'alignement des objectifs stratégiques du projet dans l'équipe projet, d'accord? Donc l'équipe RH, même plus, dans la direction, intégrer toutes les parties prenantes de l'entreprise dedans, mais aller voir les utilisateurs, c'est-à-dire les comprendre, savoir qui ils sont, leur métier, leur parcours d'expérience actuel, leur parcours métier, leur parcours sur les outils actuels, savoir qui ils sont et quels sont leurs objectifs, leurs freins, leurs frustrations. Et ça, c'est tout dans cette partie comprendre. Ensuite, 2, c'est concevoir, c'est-à-dire, dans la partie 1, on a pris les besoins et les objectifs et les frustrations, et il faut trouver des solutions pour répondre à ça. Et en 2, on conçoit, c'est-à-dire qu'on conçoit une expérience digitale qui doit vraiment répondre à ces besoins, qui doit être aussi innovante souvent, pour répondre à des choses des besoins ou des réflexions, on n'aura pas eu les meilleures solutions jusqu'à maintenant qui n'auraient pas répondu correctement justement à ces besoins, et concevoir en détail les meilleures solutions. 3, c'est prototyper, comme on disait toujours dans cette réflexion itérative. C'est-à-dire, sans rentrer encore dans une phase de production, sans rentrer dans une phase de développement technique de solutions, on est capable de prototyper via des interfaces simples et interactives, justement, des solutions et pouvoir, justement, en phase 4, tester ces solutions sur des prototypes interactifs, de maquettes interactives, et faire justement un gain de temps et avoir rapidement des feedbacks qualitatifs. Et justement, pouvoir vérifier si toute la conception de solutions, toutes les solutions fonctionnelles et solutions d'outils ont répondu justement à tous ces besoins identifiés en tout début de phase de cadrage. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît. La méthode design thinking dans le cadre d'un cadrage est très large, c'est-à-dire qu'elle est adaptable aussi suivant la typologie du projet et suivant votre maturité stratégique et la maturité du projet. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de phases et d'ateliers qui sont utilisables pour répondre à ça. Et bien sûr, on a toute cette étagère d'ateliers qui peuvent être adaptés à une phase de cadrage. Dans les différentes phases qu'on a vues, comprendre, concevoir, prototyper, tester, nous avons différents outils qui peuvent être applicables. Dans la partie comprendre, comme l'avait dit justement par exemple Yannick et Sandrine justement en amont, c'est le cas par exemple du Canva, mais c'est aussi faire de la recherche in situ, c'est-à-dire aller sur le terrain auprès des métiers, les comprendre, savoir comment ils travaillent, rentrer vraiment en empathie, relever un maximum de données quantitatives et qualitatives, faire des interviews one-to-one, c'est-à-dire prendre le temps de les voir derrière avoir fait justement cette recherche sur le terrain, valider toutes les données qu'on avait récoltées, faire du focus group, c'est-à-dire des workshops en commun pour valider aussi ces données, et derrière, transformer ça en des livrables, ce qu'on appelle des personnels des expériences, c'est-à-dire des sortes de roadbooks où on aura mis sur table, sur papier, toute l'expérience métier, et à chaque étape de l'expérience métier, toutes les souffrances, les besoins, les objectifs des différents utilisateurs. Concevoir, on va faire du benchmark, on va faire des ateliers d'idéation, de co-création avec les utilisateurs et l'équipe projet. On va faire du design sprint, c'est-à-dire des phases réduites pour répondre à des problèmes spécifiques en un minimum de temps sur des problèmes spécifiques liés à un métier ou liés à des objectifs d'entreprise. Design studio, c'est-à-dire on va faire des ateliers où les utilisateurs sont acteurs,
vont dessiner des solutions comme ils les imaginent. Alors attention, je fais une parenthèse, on ne demande pas aux utilisateurs de trouver des solutions digitales, ce n'est pas leur métier. On leur demande justement d'exprimer visuellement leurs besoins, leurs souffrances. Et c'est toujours plus facile d'exprimer visuellement, il y a du dessin, il y a des jeux, ce qu'on appelle des serious games, des choses comme ça, leurs problématiques. Prototyper, c'est-à-dire par des ateliers de tricard pour travailler tout ce qui est architecture d'information, faire vraiment travailler aussi sur de la priorisation des fonctionnalités, travailler tout le parcours à travers les applications métiers. Et bien sûr, transformer ça en écran, en maquette. Et à la fin, encore une fois, faire des phases de test utilisateur, ce qu'on appelle du Guerra testing, c'est-à-dire des phases de test utilisateur un peu plus réduites et avec des utilisateurs sur des phases courtes, et aussi faire aussi du test, de l'audit ergonomique. On va faire focus maintenant sur un atelier spécifique qui s'appelle exploration alignement. Encore une fois, on ne l'a pas vu avant cet atelier parce que c'est un atelier qu'on adapte suivant la maturité projet. Mais c'est un atelier intéressant, c'est une sorte d'atelier de pré-cadrage. C'est-à-dire que c'est un atelier qui va vous permettre de valider tous ensemble, c'est-à-dire avec toutes les parties prenantes du projet, avec vous, avec toutes les parties prenantes justement chez vous, mais aussi avec partenaires comme nous, que nous sommes bien alignés, que nous avons bien déterminé tous les objectifs justement du projet. Pour ça, on va s'immerger dans un premier temps dans le contexte. C'est important de réaligner le contexte. Pour nous, en tant que partenaires, pour comprendre vraiment vos besoins et les objectifs de votre projet de transformation digitale, mais aussi chez vous en interne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des équipes où les objectifs projet n'est pas forcément au même niveau, pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que toutes les informations n'ont pas été données et il faut aligner toutes les parties prenantes sur les mêmes objectifs. Prioriser ces objectifs, et ça c'est très important. Parce que si les parties prenantes, par exemple la direction, les RH n'ont pas la même vision justement sur les projets ou pas du moins les mêmes priorisations d'objectifs projet, il peut y avoir des malentendus pendant la phase de cadrage, pendant la phase de production, et c'est important de le mettre dès le début en avant. Le contexte utilisateur, comprendre quelles sont les problématiques métiers en cours, comprendre quelles sont les typologies d'utilisateurs, initier une démarche vraiment centrée utilisateur. Contexte business, parce que ça fait quand même partie, même si on est sur une réflexion interne, c'est quand même reste lié quand même à des contextes business, voir si c'est des problématiques justement là-dessus, par les KPI, par les ROI aussi. Et enfin, le contexte technique, il peut y avoir dans le cas d'une évolution technique ou le cas justement de création d'une solution technique, voir le contexte technique justement de l'entreprise. Enfin, la dernière partie justement de cet atelier, c'est déjà se projeter dans la phase de cadrage, c'est-à-dire penser l'expérience idéale, quelle serait d'après vous et d'après les utilisateurs la meilleure expérience. Alors, on ne parle pas encore de solution, mais réfléchir de point de vue plus macro, et rédiger une problématique. Derrière, vraiment définir cette phrase, cette baseline de problématique principale qui permettra de dire, voilà, on doit répondre à ça, c'est notre priorité. On enseigne justement sur un exemple, une vidéo de témoignage et de présentation de ce qu'est cet atelier d'exploration et d'alignement.
Merci Julien pour ta présentation. Je vais maintenant laisser du coup la parole à Hervé, notre directeur technique, pour justement toutes les questions de cas d'usage et de technologie, de digitalisation et d'automatisation de processus RH. À toi Hervé. Bonjour, merci Antonin. Donc Hervé Poupon, je suis directeur technique du domaine digital et data à Orange Business Services. Nous avons choisi d'illustrer même des solutions techniques, même si ça est très bien rappelé auparavant. On ne commence pas par la technique, on ne commence pas par les solutions, on commence par les orientations et les améliorations qu'on peut apporter. Les quelques technologies que nous avons sélectionnées, justement, elles permettent, selon nous, d'apporter des améliorations à la fois sur l'efficacité des processus et sur l'expérience des employés, sans remplacer le SI existant, plutôt en venant s'ajouter et en venant mieux exploiter et utiliser les applications du SI existant, au moins pour leur capacité back-office, mais en repensant la façon dont on automatise, on orchestre, on exécute les processus et ce qu'on attend des employés pour leur offrir une expérience efficace et agréable. Alors, les technologies qu'on a sélectionnées, c'est la RPA, la signature numérique, le low-code, les API. Tout le monde n'est pas forcément familier avec ça, donc on a prévu un petit glossaire pour vous décrire un peu plus ce qu'on entend par là. Je te propose d'enchaîner sur voilà, la terminologie. Alors, la signature numérique, évidemment, comme son nom l'indique, ça permet de remplacer tout ce qui est signature sur document papier par des signatures réalisées par des logiciels, mais qui ont la même valeur d'un point de vue réglementaire. Et donc, parfois, où c'est un frein à la digitalisation, ces technologies-là permettent de passer au tout digital et ensuite de viser plus de simplification et d'automatisation. Nous allons y revenir. Les API, ça veut dire Application Programming Interface. En fait, les API, c'est les interfaces que normalement les applications utilisent pour communiquer entre elles. Donc, pour qu'un logiciel appelle un autre logiciel, il utilise normalement une interface de type API. Il n'utilise pas un clavier et une souris, qui est plutôt une interface de type User Interface ou Graphic User Interface GUI. Quand les applications ne disposent pas d'API pour communiquer entre elles et pour du coup permettre d'automatiser des appels entre elles, heureusement, il y a des technologies qui sont très utiles, ce qu'on appelle la RPA, Robotic Process Automation. La Robotic Process Automation, ça permet à un logiciel justement de se mettre à la place d'un utilisateur et d'utiliser l'interface utilisateur comme s'il utilisait un clavier et une souris, et donc d'automatiser des saisies par un autre logiciel au lieu de le faire par un humain. Et en fait, la dernière technologie qu'on a sélectionnée, c'est la technologie low-code. Alors, low-code, c'est la vision un peu technique, c'est parce que ça nécessite moins de développement logiciel pour développer des applications que les technologies traditionnelles. Mais sur le marché, on parle aussi de business apps, parce que justement, c'est des technologies qui permettent de développer des applications, mais plus proches des utilisateurs métiers et qui permettent de faire participer des acteurs métiers au développement des applications. Et donc, c'est aussi, au-delà de l'aspect technologique, un aspect humain dans ces projets de transformation qui peut être très important. Donc, maintenant qu'on a introduit, je dirais, ces exemples de technologies, on vous propose quelques cas d'usage pour illustrer le rapport ou l'intérêt, l'opportunité de les utiliser. Alors, la signature numérique, c'est assez évident. C'est qu'on va remplacer des signatures en papier, donc on va remplacer des échanges de documents, donc des délais de transfert souvent par courrier, parfois la nécessité de réunir plusieurs acteurs pour procéder à des signatures multiples sur un même document dans le cadre de contrats de travail, d'avenants, de ruptures conventionnelles dans les fins de contrat, par exemple. Et adopter des signatures numériques, évidemment, on va avoir des process qui pourront être digitalisés jusqu'au bout, quand c'était le dernier frein à la digitalisation. Mais les solutions, elles permettent aussi de faire signer aux personnes dans l'environnement dans lequel elles sont. Donc, c'est particulièrement utile de nos jours avec le télétravail, que les personnes soient au bureau en télétravail, voire en déplacement, qu'elles aient accès à un ordinateur ou juste un smartphone. Elles pourront procéder aux actes de signature. Et donc, on gagne énormément en flexibilité et en délai.
dans ces processus, dans beaucoup de processus en apportant de la signature numérique. Une autre technologie qui est bien adaptée notamment pour faciliter les tâches des fonctions RH, notamment des tâches back-office, c'est la technologie RPA sur des solutions telles que notre partenaire UiPath. On a souvent des applications back-office et je le disais tout à l'heure, le SI, il sait faire beaucoup de choses déjà et sur les applications back-office, en général, elles savent bien calculer la paye, elles savent bien gérer le temps de travail. Par contre, pour les équipes back-office, quand même, leur activité est souvent rendue compliquée parce que peut-être que les applications, elles peuvent être un peu lentes avec des écrans compliqués à répondre, nécessité d'aller récupérer un morceau d'information sur une application pour le réinjecter dans la suivante, sans grande valeur ajoutée. Et donc, cette complexité-là, des robots de type RPA, ils permettent d'alléger la tâche des équipes back-office et donc d'améliorer leur motivation, limiter les erreurs. Et donc, sur un type de tâche back-office, des outils type RPA peuvent réellement optimiser l'efficacité de la tâche et améliorer l'expérience des employés et des équipes RH et limiter les erreurs. Je propose de passer au cas d'usage suivant. Le cas d'usage suivant qui concerne plus l'expérience d'équipes plus nombreuses, c'est-à-dire l'ensemble des salariés et des managers qui gèrent des entrées et des sorties dans l'entreprise, donc les processus de onboarding. Souvent, ces cas sont beaucoup plus complexes parce que finalement, si on prend du recul, c'est des processus qui n'ont pas été pensés dès le départ comme des processus de bout en bout, qui combinent plusieurs processus dans des domaines différents avec des applications informatiques différentes. Et en général, ce bon fonctionnement repose finalement sur les collaborateurs et les managers eux-mêmes, sur leur capacité à orchestrer les différents processus des différents domaines, que ce soit ressources humaines pour l'aspect recrutement et données, identification des salariés, fourniture d'équipements, d'accès sur les sites, de badges par les services généraux et fourniture d'accès à la fois de technique et d'habilitation métier au niveau des équipes informatiques. Dans des cas comme ça, pour réellement améliorer l'expérience et l'efficacité de ce processus, on va probablement pouvoir piocher dans l'ensemble des technologies qu'on a évoquées, c'est-à-dire essayer de ne plus reposer sur les utilisateurs pour passer des données qui sont déjà digitalisées d'une application à une autre, mais essayer d'automatiser au maximum l'orchestration et le passage d'informations entre applications grâce aux technologies API ou RPA. Et puis replacer l'humain un peu plus au cœur en développant peut-être une ou quelques applications complémentaires avec des technologies low-code, mais qui vont permettre de se focaliser sur réellement les données qu'on a besoin que l'utilisateur fournisse ou de lui afficher un suivi du processus d'ensemble pour qu'il soit davantage guidé et qu'il n'ait pas à deviner comment passer d'un domaine à un autre et de plus en être l'acteur qui le subit. Alors, je vous propose d'illustrer maintenant un cas d'usage qu'on rencontre aussi, qui est bien adapté au low-code, justement, au développement d'applications low-code et à l'orchestration d'appels API pour automatiser la sollicitation de différentes applications du SI. Donc, une situation classique qu'on peut rencontrer, c'est un premier niveau de digitalisation qui est un peu à minima, donc qui permet de s'affranchir de la présence physique, du transport physique de documents, mais une digitalisation où on a fait juste virtualiser, c'est-à-dire scanner des documents, les déposer sur un espace partagé. Dans ce cas-là, les employés, finalement, ils doivent comprendre un processus qui n'est pas vraiment guidé de façon digitale. Donc, ce processus, il n'est pas vraiment logiciel, il n'y a qu'une partie des données qui sont digitalisées. Et donc, les employés sont trop sollicités avec beaucoup de risques d'erreurs et d'incompréhension.
donc, c'est qu'une première étape, hein, mais qui n'est pas satisfaisant et qui ne livre pas des performances et une expérience salariée acceptable. Pour répondre à ce type de problème, le type de solution auquel on peut arriver, Antonin, je te propose de passer au support suivant, ça va être de construire un espace, une application qui est centrée sur ce qu'on attend du salarié ou du manager. Donc, si on va plus loin, on peut aller sur l'ensemble de ce qui concerne un salarié par rapport à ses données dans l'entreprise et par rapport aux différents processus. De la même façon qu'on délivre des espaces clients qui sont customer-centriques, arriver à un espace salarié digital accessible en mobile ou en web et qui va lui permettre d'avoir une tour de contrôle sur les données et sur les processus dans lesquels il intervient. Mais par contre, cette application-là, elle sera centrée vraiment sur l'expérience qu'on attend de lui tout ce qui est automatisable et l'orchestration pour passer d'un système à un autre. Dans ce cas-là, on s'appuiera sur des développements d'API, sur des API existantes ou sur de l'orchestration d'API pour faire communiquer les applications entre elles et ne plus remonter jusqu'à l'utilisateur pour faire avancer les processus là où ils n'apportent pas de valeur ajoutée. Alors justement, pour illustrer en fait la qualité et le type d'application et d'expérience qu'on sait offrir maintenant avec les technologies de type low-code, business apps, on va vous illustrer à travers une petite vidéo un développement d'application basé sur la plateforme Power Apps de Microsoft qui a été fait par les équipes d'Orange Business Services. Nous arrivons du coup presque à la fin de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Benjamin pour conclure. N'hésitez une nouvelle fois surtout pas à poser toutes vos questions sur le chat. La période de réponse aux questions arrive très bientôt. Merci beaucoup Hervé pour ta présentation et à toi Benjamin. Benjamin, est-ce que tu peux reprendre la main? Pardon, excusez-moi, je n'avais pas remis mon micro. Donc, bonjour à tous, Benjamin Héron. Donc, moi, je suis en charge de l'équipe commerciale qu'on appelle vente spécialisée. Et personnellement, je porte aussi la partie d'accompagnement autour de la digitalisation des processus métier dans son ensemble, dont on vient de parler, notamment toutes les technologies RV. Dans l'approche, on a plusieurs façons d'aborder les choses et comme on dit en amont, on fait des ateliers avec nos clients en fonction de leur niveau de maturité,
Dans le cas précis du métier RH, on serait plutôt sur un atelier d'exploration et d'alignement où on organise du coup des workshops pour pouvoir bien comprendre où vous en êtes, vous, dans votre digitalisation de processus RH et comment on pourrait vous accompagner globalement sur le sujet pour qu'on vous propose les meilleures solutions les plus adaptées en fonction de l'écosystème aussi SI que vous avez. Donc, ces ateliers sont vraiment faits pour pouvoir parler de ça et mettre du concret à la suite pour être le plus efficace et avoir le ROI le plus rapide pour vous et le plus cohérent par rapport à vos évolutions technologiques déjà en place. On voulait aussi, du coup, pendant ce webinaire, pouvoir vous proposer, s'il y a un souhait, de pouvoir faire un focus sur un sujet, une thématique particulière. On pourrait aborder peut-être atelier, ce webinaire, un atelier un peu plus précis. Est-ce que vous auriez un intérêt à un de ces sujets-là ou un autre? Vous n'hésitez pas dans le chat à en proposer d'autres. On avait sélectionné ces quatre-là dans un premier temps, donc je ne sais pas si vous pouvez, il y a un petit sondage à droite, je ne sais pas si vous voyez, ça vous permet de sélectionner celui qui vous paraîtrait le plus pertinent à développer plus précisément lors d'un webinaire dédié à cette thématique. Donc, je vous invite là, vous avez encore 4 minutes 10 pour pouvoir sélectionner celui qui est le plus pertinent pour vous et n'hésitez pas à nous dire dans le chat aussi s'il y en a d'autres. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Le temps de questions-réponses est arrivé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, même activer vos micros ou bien les poser directement sur le chat pour les plus timides. Donc, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions. Tous nos experts sont encore en ligne. Je vois que le sondage se remplit petit à petit. Et après, j'en profite, hein, il y a mon adresse mail qui a été affichée sur le slide de présentation. N'hésitez pas non plus parce que bon, c'était un peu dense, hein, en 1 heure, on a essayé de couvrir beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments. N'hésitez pas à écrire en parallèle sur mon adresse mail aussi s'il y a des questions qui viennent, si vous avez besoin qu'on focalise lors d'un rendez-vous plus précis avec vous le sujet. En tout cas, on sera ravis de pouvoir vous accompagner et vous y répondre. N'hésitez pas à m'écrire à benjamin.héron@orange.com si besoin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire parvenir la presse avec les vidéos? Effectivement, je vous enverrai un mail récapitulatif de remerciements également à la participation à ce webinaire et vous aurez effectivement à la fois les vidéos et à la fois le slide de présentation. Je vais vous envoyer ça dans la journée. Je constate qu'il n'est pas possible de sélectionner plus d'un webinaire. Effectivement, donc il y a une seule réponse au sondage. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez d'autres réponses à donner. On se servira des réponses pour éventuellement organiser d'autres événements en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est midi, on arrive à la fin du temps imparti. Preneuse d'une présentation au sein de la NDRH Provence. Bien, on note effectivement, Florence. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir tranquillement conclure. Donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas à contacter Benjamin si des questions vous viennent. Donc, benjamin.héron@orange.com. Il répondra vraiment à toutes vos questions. Merci une nouvelle fois pour votre participation et du coup, on vous dit à très vite pour d'autres webinaires. Merci à tous. Merci Antonin.